Et on va vous éduquer sur le bruit. Voilà, vous avez constaté depuis le début de l'émission, Terence Ngendi Aoulé est sur ce plateau. De temps en temps, on essaye de prendre un peu son son pour écouter, avoir un petit avis sur certains faits de société d'ailleurs auxquels il a répondu. Il a donné son point de vue. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire on rentre dans le bruit qui est un agresseur. Pourquoi c'est un agresseur? Il nous le dira tout à l'heure. Nous commençons donc par quoi? On va commencer, je vais commencer par vous présenter déjà, présenter l'auteur du livre, Terence Ngendi, comme il a dit tout à l'heure qu'il a fait ses études ici au Cameroun jusqu'à l'obtention de son bac et puis 2 années préparatoires, il est allé poursuivre ses études en France, où il réside jusqu'aujourd'hui. C'était en 2014, justement. Et depuis lors, il est devenu ingénieur en vibration technique, vibration acoustique, et il travaille sur la mesure de l'analyse des bruits. Donc, il dit le bruit, le premier ouvrage qui a été publié, c'était le titre, c'était Le bruit. Aujourd'hui, son second ouvrage, c'est L'agresseur, le bruit. C'est ce qui fait la différence. Si je me trompe, il va me reprendre là-dessus. Donc, on va dire que, comme il le dit, ça c'est Terence qui le dit, le bruit, c'est aujourd'hui plus intense, varié et présent que jamais, se révélant comme un agresseur invisible. Il constitue un problème mondial qui affecte le bien-être, détériore l'audition, perturbe le sommeil, entraîne des troubles de l'attention et génère une fatigue cognitive tout en ayant des conséquences sur le rythme cardiaque. Donc pour lutter efficacement contre ce phénomène, chaque pays s'engage avec le soutien de l'OMS dans le combat collectif du bruit sous toutes les formes. C'est précisément l'appel de l'agresseur, le bruit qui encourage chacun à devenir un architecte du silence. Ça, c'est Terence qui le dit. Donc, comment donc envisageras-tu désormais ton comportement? C'est la question que Terence nous pose derrière pour ce petit livre, un livre de... On va aller sur... combien de pages? Allons sur 81 pages, voilà, qu'on retrouve... Voilà, on retrouve ici, dans ce livre, on retrouve la bibliographie, voilà, non seulement la bibliographie, on a la table de matière, voilà. Terence nous sort plein de trucs, plein de trucs. Et je vous invite ici, chers téléspectateurs, à rester très scotchés. Moi, je vais dire que j'ai assisté, j'ai pratiquement participé aussi un peu dans ce livre, participé dans ce sens que quand il écrivait, parfois il demandait aussi mon avis et voilà, et puis pour pouvoir sortir, savoir si c'est ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre ou pas. Donc j'ai fait partie des personnes qu'il a consultées pour pouvoir préfacer son livre d'ailleurs. Bonjour, rebonjour Terence et merci. Rebonjour Mireille Grace, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est toujours plaisant de t'avoir et surtout, moi je vais te tutoyer, c'est mieux qu'on se tutoie. Juste parler du bruit, on dira que c'est ton leitmotiv d'ailleurs, tu parles de ça. Et vous êtes très peu qui pensez à un truc comme le bruit, très peu. Et c'est pour cette raison, c'est un sujet peut-être qui n'intéresse pas beaucoup. Mais il faudrait bien qu'on vulgarise le sujet pour pouvoir permettre à tout le monde de découvrir, de connaître le bruit. Comment d'abord définir, on va dire quoi? Le bruit, on va dire que le bruit c'est quoi? Le bruit c'est un mélange de sons complexes. Donc quand on parle de bruit, c'est un mélange de sons complexes, ce sont des sons qui se mélangent et on ne peut pas apporter une interprétation. Maintenant, tout va dépendre de son niveau. C'est à partir de son niveau maintenant qu'on va parler d'agresseurs, de nuisances, voilà, de troubles en fait. En réalité, quand on parle d'un son, c'est une vibration de l'air. Quand on émet un son, si par exemple là, on va jouer de la musique simplement, ce sont des sons en fait. Mais si vous avez des gens qui crient, vous avez des véhicules qui passent, vous avez des gens qui jouent de la musique avec des haut-parleurs, tout ce mélange-là
reste ce qu'on appelle du bruit. Donc c'est pour ça effectivement le bruit est caractérisé comme un mélange de sons complexes qui apporte une sensation auditive désagréable. Voilà. Donc ça, c'est la définition du bruit. Auditive désagréable. Désagréable, oui. Donc ça veut dire que nous autres qui écoutons, quand nous dormons là, nous écoutons de la musique, c'est dangereux pour nous. Je ne dirais pas que c'est dangereux, mais tout va dépendre du niveau, du volume de la musique et tout va dépendre de la durée en fait. Voilà, donc la musique effectivement a un aspect physiologie aussi. Parce que quand vous écoutez de la musique, vous choisissez un son qui vous plaît, vous allez écouter, ça ne nous apporte pas une gêne au début quoi. Mais s'il arrive donc que vous l'écoutez pendant 2 heures, 3 heures, vous aurez ce qu'on appelle une fatigue auditive. C'est-à-dire qu'il faudra reposer vos oreilles, sinon vous risquerez des acouphènes. Quand on parle d'acouphènes, c'est que celui qui a écouté de la musique pendant longtemps, lorsqu'il va se retrouver dans un environnement qui ne gênait aucun bruit, il aura la sensation de percevoir des sifflements et des bourdonnements dans l'oreille. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé effectivement de pouvoir réguler l'écoute de la musique, quoi. Voilà. Parce qu'on écoute du bruit un peu partout. Oui. Dans les transports communs, dans les lieux en pub recevant du public, les concerts, les bars, etc. Et puis donc ce bruit, le bruit qui est un agresseur invisible et dont nous ne nous rendons souvent pas compte. Oui. En fait, il va falloir dissocier un peu les choses, quoi. Oui. Si vous êtes dans votre véhicule personnel, voilà, vous pouvez entendre un bruit. Ce bruit-là, il est émis par votre moteur. Voilà. Ce bruit, il ne va pas être très gênant pour vous, mais il peut susciter en vous de la peur. Parce que si vous n'avez pas eu l'habitude d'écouter ce bruit-là, en réalité, ce bruit-là peut révéler une anomalie. Donc voilà. Donc on voit bien que le bruit a aussi un aspect révélateur d'une défaillance d'un organe de votre véhicule. En ce moment-là, si vous ne le réparez pas, le problème va persister. Donc le bruit est souvent ce qu'on appelle, il annonce les signes avant-coureurs de panne. Et donc s'il arrive donc que vous n'arrangez pas ces pannes-là, vous pourriez donc avoir des accidents. C'est pour ça que l'aspect bruit qu'on néglige, même sur le plan individuel, peut-être chauffeur automobiliste, est très important parce que ça révèle les anomalies effectivement du véhicule. Lorsqu'on va maintenant être dans un environnement où maintenant on va recevoir du bruit venant du moteur en extérieur, c'est-à-dire qu'un piéton qui passe, il reçoit du bruit de klaxon, de la moto, du moteur et encore de la ligne d'échappement. Là maintenant, celui-là, il subit ce qu'on appelle la pollution sonore. Et selon un certain niveau, on parlera de nuisance. C'est à partir de 80 décibels qu'on parle de nuisance sonore. Et donc, lui qui est donc, exposé à les bruits dans l'environnement, celui-ci maintenant, s'il n'y a pas des mesures qui sont mises en place, par exemple, pour pouvoir sanctionner des motos ou des personnes qui klaxonnent, vous avez dit tout à l'heure que le code de la route dit qu'il ne faut pas klaxonner. Voilà, donc s'il y a des mesures juridiques qui sont mises en place, qu'il faut interdire les klaxons, en ce moment-là, il faut faire de la sensibilisation au niveau des automobilistes et des motos et leur permettre qu'ils sachent que le fait qu'ils ne klaxonnent plus déjà, on va réduire un certain seuil. Donc le gars qui passe là ne percevra pas un son qui va être gênant. Vous voyez, ça c'est vraiment quand on parle du trafic, en fait, le trafic routier, quoi. Donc quand on parle de trafic routier, c'est vraiment tout ce qui est bruit, moto, voiture, klaxon, etc. Donc voilà, donc je dirais simplement qu'effectivement, il y a une sensibilisation à apporter. En Europe, par exemple, souvent, ils vont encore plus loin. On parle des motos trafiquées, quoi, parce qu'il y a des gens qui trafiquent souvent leur ligne d'échappement et ça fait plus de bruit. Une seule moto qui passe toute la rue d'Aqua, c'est capable de réveiller tout le monde. Hein. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, il y a des dispositifs en Europe qui vont être implémentés. C'est en étude, mais c'est en train de c'est en train de devenir pléthorique, là, parce que ces dispositifs-là vont pouvoir prendre en photo le motard qui fait du bruit, mesurer le niveau sonore qu'il émet. Ce n'est pas le niveau sonore qu'on définit effectivement le niveau d'agression. Entre 40 décibels et 50 décibels et 100 décibels, ce n'est pas la même chose. 100 décibels, c'est un marteau-piqueur, par exemple. Et donc, si le motard fait un niveau qui dépasse les plafonds, il est scanné et ensuite le niveau est mesuré. Et il y a de la pédagogie qui peut être mise en place, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser pour essayer de résoudre à l'amiable. Mais si le problème persiste maintenant, c'est une infraction et des problèmes, voilà, il y a une sanction qui peut être mise en place. Ça peut être 350 €, ça peut être 150 €. Donc ça, c'est des systèmes
qui vont exister. Et nous, comment on veut converger vers une forme d'émergence et de développement durable, c'est des choses auxquelles on peut penser pour l'horizon 2030, par exemple. C'est-à-dire pour un environnement sain. Ça, ce sont des questions de l'urbanisme, en fait. Voilà. Donc, je dirais effectivement que ça, c'est l'aspect du trafic routier. Quand on va parler maintenant des sources sonores, maintenant des activités humaines. Pas d'activités humaines, on parle de quelqu'un qui va mettre de la musique à partir de son haut-parleur, voilà, ou qui va faire une publicité, comme on peut voir souvent dans les coins de rue. Il fait une publicité, il prend son haut-parleur, il fait boum, et là, il y a tout le monde à côté, perturbé par le bruit. Maintenant, d'un côté, il y a l'émetteur de la source de bruit, c'est lui. D'un autre côté, il y a le récepteur. Si le récepteur aussi, de son côté, il n'a pas prévu de l'isolation de son logement, donc, vous voyez donc effectivement, on ne sait plus qui est en tort. Parce que lui peut dire, bon, moi j'ai besoin de faire mon activité pour pouvoir faire mon commerce. Toi tu vas dire, moi j'ai besoin de vivre et de bien dormir chez moi. Et lui va te dire, mais tu n'as pas isolé ton logement. Donc c'est pour ça que de notre côté, donc maintenant, il y a une première sensibilisation qui va être faite au niveau de l'auteur. C'est pour essayer donc effectivement de définir les niveaux de réglage pour le volume et la position de son haut-parleur et l'orientation de sa source de bruit pour que effectivement le son ait une propagation limitée, quoi. Maintenant, entre autres, maintenant, au niveau du récepteur, il faudra maintenant lui proposer effectivement des mesures d'isolation, des techniques d'isolation, je dirais. Par exemple, ici, je prends un exemple simple. Si on veut empêcher que le bruit qui est émis par un haut-parleur ne puisse se propager à l'intérieur ici, c'est l'isolation de façade. Donc c'est la façade qu'on va isoler. On va par exemple utiliser de la laine de roche, de la laine de verre, qu'on va coller sur le mur avec des plaques de plâtre en fait. Vous voyez? Donc le son va être piégé. Et ce qui fait que de l'intérieur maintenant, on peut être amené à utiliser des rideaux acoustiques. On a des rideaux velours en fait, qui peuvent être amenés à un certain niveau à réduire le son en fait. Et donc voilà, donc ce qui fait que on va installer, plutôt que de prioriser les fenêtres, on va mettre du double vitrage. Je vois très peu de double vitrage au Cameroun. Non, au niveau des fenêtres, voilà. Donc j'ai parlé d'isolation de façade, donc ce sont des murs extérieurs. J'ai parlé de rideaux au niveau des fenêtres, mais si on va aller plus loin, en plus des rideaux, on va mettre un double vitrage. Et le double vitrage, c'est quoi? Vous avez deux lames de verre qui sont séparées d'une certaine distance. Et maintenant, l'air ou le vide qui est entre deux, c'est ça qui piège le son en fait. Et donc moi, ce que je vois dans les constructions ici, je ne vois pas trop de double vitrage. Voilà, si vous voyez. Et donc, c'est des choses qui sont faites en Occident pour réduire le bruit. On isole la façade et on installe le double vitrage. C'est pour cette raison que quand on construit des maisons, on peut avoir du bruit chez le voisin, on peut entendre le bruit du voisin dans nos maisons. Oui, parce qu'il y a des murs mitoyens, c'est-à-dire que des personnes qui partagent un mur, il y a une séparation entre les deux. Dès qu'on est dans un local ici, directement de l'autre côté, on est chez le voisin. Maintenant, entre la cloison, si on construit au préalable, il faudra prévoir effectivement un matériau donc, qui va venir couper le bruit qui vient du voisin vers vous et vice-versa, de vous vers chez le voisin. Maintenant, si la maison est construite, parce qu'au préalable, les matériaux n'ont pas été introduits, on va maintenant faire ce qu'on appelle l'isolation du mur. Voilà, c'est effectivement la pose d'un matériau absorbant, et ce matériau se vend sur le marché. Son pouvoir absorbant dépend de son épaisseur également, voilà, et donc de sa masse. Donc on va le poser pour éviter que ça ne soit exposé comme ça. On va mettre une plaque de plâtre et on va remettre de la peinture. Donc quand vous allez arriver chez Mireille, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a été posé, parce qu'on a remis la peinture d'avant. Et sauf qu'effectivement, Mireille, le bruit de sa télévision ne peut plus se propager chez le voisin. Même si tu as un bébé qui dormait à côté, il n'est plus réveillé. Et tu peux jouer de la musique tranquille, tu peux recevoir des gens et tu as tout le monde qui dort tranquillement. Donc ça, c'est l'isolation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on évite que le bruit qui est à l'intérieur ne se propage dans les pièces d'à côté. Et quand on parle de bruit d'intérieur, c'est quoi? C'est le bruit d'impact, c'est le bruit de la marche, c'est le bruit du rangement des meubles, c'est un verre qui tombe, qui se casse, c'est le bruit de la voix aussi qui se propage. Parce qu'il faut savoir que la voix, quand on parle, c'est 60 décibels à peu près. Une voix normale, c'est 60 décibels. Dès lors qu'on commence à crier, c'est 70. Voilà. Et donc, ce qui fait que de l'intérieur, maintenant, on fait ce qu'on appelle une correction acoustique. Si je prends votre studio, par exemple, ici, voilà, pour faire un truc très très simple, je vois que vous avez installé des tapis ici en fait, et on voit très bien que lorsque je marche entre le carreau et le tapis, on voit bien que le son ne se comporte pas pareil. Là, je marche sur le carreau, le son est plus aigu. Et si je marche ici, le son est réduit, donc il est atténué en fait. Et quand on parle du plafond, vous avez évité les réverbérations.
Quand on parle de réverbération, c'est que une fois que le son se diffuse dans une pièce, il va se réfléchir sur les parois. Et si les parois ne sont pas absorbantes, on a un retour. C'est ça qu'on appelle l'écho en fait. Et donc aujourd'hui, on voit bien que vous, le plafond, il est bien isolé là. Il y a des mousses acoustiques. Donc quand le son se propage, on n'a pas une redirection du son vers nous en fait. Donc le son, il est atténué, il est piégé. Dès lors qu'il se colle sur le mur, il est piégé par votre matériau. Et on voit que quand on marche là et tout, on n'entend pas dans la pièce d'à côté le bruit des pas, effectivement. Donc, on voit bien que votre antenne ici est très bien isolée, quoi. Et quand par exemple, on est dans un immeuble, voilà, parce qu'on entend celui qui est en dessous. Entend les tirs, on tire les chaises, croc, croc, et puis celui qui est en dessous entend cela de celui qui est au-dessus. C'est pas souvent très agréable. Comment donc faire pour réduire justement ce son que nous recevons, qui n'est pas souvent très agréable, et surtout ça se passe quand on est en train de dormir? Alors là, c'est très intéressant, c'est une très bonne question que vous posez, parce que là, c'est un sujet complexe. Le phénomène que vous décrivez, il est complexe. Pourquoi la formation que j'ai faite, c'est une formation acoustique et vibration? Parce qu'entre les deux, il y a un lien. Lorsque la personne qui est au-dessus de l'immeuble va être amenée à tirer des chaises, ranger des meubles, marcher, il va créer ce qu'on appelle des vibrations. Et les vibrations se propagent par le sol. Lorsque la vibration se propage sur une structure, on peut la retrouver de l'autre côté. Donc ce que vous percevez ce qu'on appelle la transmission indirecte du bruit. Lorsqu'on parle de transmission directe, par exemple, c'est lorsque j'ai une télévision qui est placée dans une pièce, le son qui est émis, vous allez le percevoir directement. Mais sauf que le son se diffuse en fait. Donc on dirait c'est isotrope. Donc ça se diffuse dans toutes les directions. Et maintenant, ceux qui vont aller vers des murs qui sont rigidement liés en fait, vont donc engendrer des vibrations, tu vois. Et les murs maintenant vont se mettre à vibrer et ça va rayonner du son en plus. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas eu un chemin où on a mis en place des atténuations. Donc le bruit parcourt son chemin tout seul, il va rencontrer des parois, il va se mettre à créer des vibrations et vous, par le bas là, vous allez recevoir tout en fait. Et donc ce qui fait que, je prends un exemple simple, il y a ce qu'on appelle l'isolation sous chape. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un sol comme ceci, on va prendre du béton, du mortier et tout ça, on va mettre, vous voyez, maintenant on va mettre une couche qu'on appelle le polyane, on va mettre du polystyrène et encore en dessous on va mettre un film en caoutchouc. Maintenant on va venir placer le plancher, vous voyez. Donc ce qui fait que à chaque étage, le bruit, même s'il est émis, il est atténué jusqu'au mortier. Il n'y a plus de transmission par le bas. Et ça, c'est ce qui est prévu donc avant la construction du bâtiment, quand on construit le bâtiment. C'est-à-dire qu'on résout intrinsèquement le problème à la source en fait. Ouais. Voilà. Donc, par contre maintenant, lorsque le bâtiment est construit, déjà construit, vous allez me dire, mais comment on va faire? Exact. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une correction acoustique. Donc, il faudra mesurer le bruit à la source en fait. Voilà, donc répéter le même scénario, c'est-à-dire qu'on vient là, on va bouger les chaises et tout, on mesure le bruit. On rentre aussi dans la pièce d'à côté et d'en bas, on va mesurer le bruit. Donc on va évaluer dans le niveau entre en haut et en bas. Parce qu'il faut toujours qu'on sache qui émet et qui transmet. Et donc à ce niveau-là, à chaque endroit, on va proposer des solutions adaptées. Je prends un exemple simple. Vous avez quelqu'un que lui, c'est quand il prend son frigo, c'est quand il bouge son frigo comme ça, que vous sentez en bas. Moi, je lui dis, bon, on va mettre des patins anti-vibratiles. C'est-à-dire qu'on va utiliser le caoutchouc là, que vous voyez, le caoutchouc des pneus de véhicules là. Si l'on est capable de mettre en place des industries de transformation, on peut fabriquer des patins à partir des matériaux recyclés. C'est-à-dire qu'on fabrique des patins anti-vibration et on va poser le frigo dessus. Donc lorsque le frigo va se mettre à bouger, en fait, sa vibration est atténuée et piégée en fait. Voilà, donc ça c'est une solution déjà. Et si on prend les chaises, par exemple, même ces chaises-là, et qu'on voit que c'est le contact entre le sol et le bas de la chaise qui fait ce bruit-là, on va venir proposer une solution d'isolation des pieds de la chaise, quoi. Donc, à chaque niveau où une source de bruit est capable d'être
d'apparaître, on va mettre en place une solution d'isolation adaptée. On fait de la correction acoustique. Donc, on va aller voir chaque détail de l'émetteur pour pouvoir l'annuler à la source. Ensuite, maintenant, on va s'occuper des chemins de propagation. Chemin de propagation. Un chemin de propagation, par exemple, c'est le sol. Quand on a pris l'exemple sur le tapis, par exemple, on a vu que le tapis coupait le bruit. On peut se rendre compte que le tapis qu'on a ne coupe pas assez, en fait. Parce que souvent, les gens vont aller acheter des choses au hasard. En réalité, lorsqu'un constructeur vend un tapis ou un truc qui va isoler le son, il y a tel degré, ou enfin tel niveau d'atténuation. Si vous prenez un tapis qui va atténuer ou un rideau acoustique qui va atténuer 35 décibels et que vous avez un bruit de 100 dB, franchement, ça ne peut rien faire, quoi. Ça ne fera rien, quoi. Vous voyez ? 100 dB, c'est décibels. C'est décibels, oui. Donc, c'est pour ça que la formation de bruit-vibration dans le cadre du bâtiment, elle est un peu large. Donc, d'un côté, il faut acquérir la donnée, il faut l'interpréter, il faut analyser les différentes fréquences associées à chaque source de bruit. De l'autre côté, maintenant, il faut identifier toutes les sources, les isoler une par une, et ensuite, maintenant, il faut s'occuper des chemins de propagation pour aller mettre en place une isolation adaptée. Et sachant que quand on isole, on va prévoir aussi la fiabilité du matériau, la durabilité du matériau et tous ces aspects thermiques. Parce que lorsqu'on construit un immeuble, il y a des plans de sécurité contre le feu et tout ça. Donc il ne faut pas non plus avoir des choses qui vont brûler. Voilà. S'il y a un problème thermique là et tout, il y a une montée en température. Donc tout ça fait que c'est le travail d'un professionnel. C'est pas que vous-même aussi. Et même si vous voulez faire ça, même si un professionnel vient vous acheter des matériaux, même si vous achetez vous individuellement des matériaux, il faudrait toujours que vous ayez un acousticien qui va analyser le pouvoir absorbant de chaque sous-système que vous voulez installer pour vous protéger du bruit venant de la pièce d'en haut pour la pièce d'en bas, quoi, en fait. Et c'est très rare alors d'avoir des acousticiens au Cameroun. C'est pour ça que moi, en fait, à l'époque, là, j'étais un peu comme tout le monde ici. Pour moi, le bruit, c'est comme une chimère. Enfin, je ne savais pas à quoi ça servait. Pour moi, le bruit, c'est le bruit. Et c'est quand on va en Occident qu'on se rend compte que, ah ouais, quand même, le bruit, là, dans tous les corps de métier, le bruit est indispensable. Donc, aujourd'hui, on a parlé du BTP, par exemple. Donc, en principe, dans le cadre académique, il serait intéressant de renforcer les compétences des personnes qui travaillent dans le BTP, dans l'isolation. Parce qu'il y a ceux qui font de la construction, des maîtres d'ouvrage, mais il y a des acousticiens à côté maintenant. Donc moi, j'allais faire cette formation-là pour pouvoir donc acquérir des compétences, pour pouvoir accompagner les acteurs du BTP dans la réduction du bruit, tant à l'intérieur que du bruit qui vient à l'extérieur, quoi, pour apporter une nuisance, en fait, aux personnes pour réduire résident. La nuisance, c'est ça? Et justement, oui, pour réduire la nuisance aux personnes qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est le rôle d'un acousticien dans le BTP. Maintenant, il n'y a pas que ça. Quand on est acousticien, ceux qui font le BTP ont besoin de connaître les sources qui sont dans l'environnement. Quand il parle de sources, de connaître des sources, c'est que, par exemple, si Mireille, par exemple, est réveillée par le bruit de roulement. Le bruit de roulement, c'est le passage d'un véhicule. Un véhicule peut passer, son moteur est silencieux. Et c'est plutôt le roulement qui va être amené à être perçu à l'intérieur du domicile. Il faut savoir donc que si un bruit de roulement apparaît, ça dépend aussi de la chaussée, effectivement, et de l'état des pneus du véhicule. Et donc, lorsque ce bruit va être émis, d'un côté maintenant, il faut que ceux qui font le BTP connaissent effectivement la plage de fréquence de l'émission de ce bruit et connaître son nom et pouvoir proposer le matériau qui sera adapté à l'isolation. Maintenant, de l'autre côté, si nous, effectivement, on va se dire qu'on va réduire, si on a mesuré le bruit du trafic routier, donc de ce véhicule-là, et qu'on voit qu'il est corrélé à la vitesse, on va se dire, mais comment on peut faire pour l'atténuer à la source? C'est-à-dire que sur une rue, par exemple, plutôt que d'avoir de la chaussée lisse, c'est des pavés qu'on va mettre. Et maintenant, les pavés, pourquoi? Parce que si vous roulez sur les pavés, vous n'aurez pas tendance à accélérer, parce que vous percevrez plus de vibrations à l'intérieur. Voilà. Vous vous rendez donc compte que le fait qu'on réduit la vitesse du véhicule intrinsèquement, on coupe une partie du bruit. On agit sur le conducteur, voilà, indirectement.
sans le sensibiliser même en fait, parce que bon? oui, parce que on voit que c'est 50 décibels qui arrivent chez le voisin, on voit que ces 50 décibels, on l'a mesuré, on voit que c'est lié à sa vitesse. Nous on se dit bon, sur cette rue, si plutôt d'avoir du goudron ou ça, on va mettre des pavés. Et donc cette personne-là sera obligée de réduire sa vitesse. Maintenant, de l'autre côté, maintenant, on va mettre un panneau de signalisation. Si on va aller plus loin, on met un panneau de signalisation que vous roulez à 30, quoi, parce qu'on sait que le bruit est lié à la vitesse. Et ça, maintenant, c'est tous les enjeux de l'urbanisation de la ville. Donc de prévoir à chaque étape des solutions pour pouvoir réduire le bruit à la source, quoi. Parfois, on met des deux dames. Exactement, parfois on met les deux dans aussi. Merci. Et on réduit la vitesse. Ouais. Donc il y a une espèce de sécurité aussi, quoi. D'accord. Juste, voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui est affiché là. C'est que Terence est en train de dire, c'est très intéressant parce que nous négligeons cet aspect, surtout dans le BTP. Au Cameroun, nous négligeons parce qu'aujourd'hui, moi j'ai été locataire, je suis locataire même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore propriétaire de maison, où on fait des constructions, c'est même la partie intéressante parce que pendant que tu fais ta vaisselle, et surtout dans un immeuble, tu fais ta vaisselle, tu as le voisin du bas qui se plaint du bruit parce que ça cogne, pom, 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 pom. Et parfois, tu as les voisins du haut qui tirent, quand ils tirent les chaises, c'est désagréable, surtout quand on est chez soi. Et quand ils sont souvent en train de bavarder, ça crie, on entend ça comme si on était dans la même pièce qu'eux. Donc ça veut dire qu'il y a un défaut dans la construction, parce qu'on n'a pas justement vu cet aspect-là. Et qui devient de plus en plus, qu'on devrait de plus en plus intégrer. Alors, vous pouvez appeler, poser des questions. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous veulent se lancer dans la construction et vous avez devant vous, devant votre petit écran aujourd'hui, un expert en la matière, en termes de bruitage, de bruit, justement, puisque c'est Terence Nguendi Aoulé, voilà, qui est un ingénieur à vibration acoustique. Il nous a d'ailleurs donné l'opportunité de pouvoir, de comprendre même au niveau des pavés quand nous roulons, atténuer. On nous met les pavés, c'est juste pour atténuer les vibrations que nous avons sur... c'est ça? Oui, c'est pour effectivement que vous réduisez la vitesse. Voilà, vous réduisez la vitesse. Et donc vous éliminez une partie du bruit du moteur et du roulement. Et vous n'accélérez pas. Et tout le monde est bien content. Hein. Il y a un aspect sécurité pour les piétons. Il y a un autre aspect maintenant, réduction des bruits vis-à-vis du voisinage, des riverains en fait. Hein. Et donc voilà, tout le monde est content. C'est l'élimination d'une partie du bruit, du moteur et du roulement à la source, quoi. Et pour ce qui est maintenant des transports, sur les transports, c'est vrai que tout à l'heure, tu as donné déjà une bonne partie des éléments de réponse. Maintenant, quand on voit, par exemple, comment tu appelles ça? Les klaxons. Les klaxons, oui. Ah ouais, parce que parfois, ça roule, et parfois ça klaxonne à tout bout de champ, et ça a un effet nocif dans nos oreilles. Exactement. Et c'est comme si ça agresse notre tympan. Et c'est combien de décibels? Ah oui, c'est une bonne question, hein, c'est une bonne question que vous dites. Oui, oui. Moi, je dirais effectivement que le klaxon, on peut aller de 45 à 80 décibels. Parce que maintenant, ça va dépendre du véhicule. Les gens qui ont un véhicule en pompe, ça serait un son assez moins agressif. D'autres vont appuyer fort. Étant donné que ça dépend effectivement de l'impact, vous voyez, de la personne et tout ça. Et ça peut te répéter, ça peut être instantané, mais il faut savoir que c'est entre 45 et 80 décibels, quoi. Et déjà, le seuil d'audition, le seuil de nuisance, c'est 80 décibels A. Ça, c'est une valeur normative, en fait. Ah, pour nos oreilles? Pour les oreilles, non. C'est qu'un individu ne doit pas être exposé à plus de 80 dBA. Pour un opérateur en industrie qui travaille à côté d'une machine, c'est sur 8 heures. Il ne faut pas qu'il soit exposé plus de 8 heures à 80 dBA. Et donc, pour quelqu'un qui est dans l'environnement, même si le bruit est inférieur à 80 dBA, c'est une nuisance, quoi. Parce que déjà, avec l'âge, on a ce qu'on appelle une perte neurosensorielle. C'est ce qu'on appelle la presbytie
acousie. Comme pour la vue, qui est la presbytie acousie, qui est la presbytie, quand on prend de l'âge, on a des muscles ciliés qui se fatiguent. Et maintenant, pour la presbytie acousie, on a, selon l'âge, une perte neurosensorielle. C'est-à-dire que vous avez commencé à avoir une perte au niveau des aigus. Vous percevez de moins en moins certains aigus, effectivement. Le cri d'un bébé peut vous mettre très très mal à l'aise, quoi. Pourtant, les enfants qui sont là, eux, ils jouent avec, eux, ça ne leur dérange pas. Ah ouais, je comprends. Aujourd'hui, les vieilles personnes, quand les enfants crient, ils sont très mal à l'aise. Ils sont très mal, oui. Ils disent faites moins de bruit. Faites moins de bruit. C'est une sensibilité en fait qu'on commence à avoir à un certain âge, quoi. De 20 à 80 ans, c'est automatique. Hein. On a ça s'appelle le vieillissement de l'oreille, quoi. Et c'est irréversible en fait souvent. Hein. Souvent c'est irréversible. Oui, parce qu'aujourd'hui, avant qu'on entre dans le détail un peu des chapitres qui sont abordés, la surdité, elle commence par une surdité légère, mais elle peut progresser. Et quand elle progresse maintenant, il y aura une forme de perte auditive qui va influer maintenant sur votre environnement. Quelqu'un va vous parler, vous n'entendez pas, la personne a l'impression que vous la snobez. Ah. Oui. Et donc du coup... c'est parce qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas, oui. Et ça, je vais dire, mais attends, je t'ai parlé, tu ne m'as pas entendu, tu me manques de respect comme ça et tout ça. Et vous allez appeler quelqu'un, il ne répond pas. Donc ce sont ces choses-là, ce sont ces petits détails-là que, avec des explications plus poussées sur les nuisances sonores, vous comprenez un peu certaines choses, quoi. Bon, maintenant, et ceux qui travaillent en studio, par exemple, qui sont dans en studio, pour moi, en studio, et qui ont des casques et en train de travailler sur un piano, et puis à un moment donné, quand on discute avec ces personnes, il faut se répéter plus pour qu'ils comprennent. Voilà, d'accord. Déjà, quand on est en studio avec les casques et tout, pour moi, il y a des problèmes d'acouphènes, là, des acouphènes. Parce que quand vous avez le son tout le temps dans le casque et tout, si vous ne reposez pas vos oreilles, oui, vous ne reposez pas, vous ne faites pas des rotations, comme je vois effectivement sur votre plateau, on fait des petites pauses, ça c'est très bien. Donc quand vous travaillez, vous faites des petites pauses. Et donc, si vous avez ça, vous n'aurez pas le problème qui va être engendré. Mais nous, on est magique quand le problème est déjà là, en fait. Et le problème s'installe comment? Le fait que vous avez, quand c'est récurrent, le casque à l'oreille, le casque à l'oreille, le casque à l'oreille, maintenant vous allez souffrir effectivement d'acouphènes. Si ça ne disparaît pas au bout de 1 à 2 jours, ça s'installe maintenant à vie en fait. Et donc ce sont des sifflements et des bourdonnements. Et avec ça encore, vous avez encore la perte auditive liée à votre âge, quoi. Donc vous avez un double problème, quoi. C'est ce que j'explique dans le chapitre 3 sur la santé auditive, quoi. Et donc à partir de là, c'est un degré de surdité qui fera que vous allez confondre des mots, confondre des lèvres. Vous aurez l'impression que si on dit Florence, c'est Terence que vous entendez. Vous n'aurez plus la distinction exacte entre chaque intonation au niveau de la population. Donc voilà, donc ce problème-là, il est expliqué effectivement dans l'un des chapitres du livre en fait. Voilà, c'est le chapitre 3, c'est ça? Oui, il parle des effets auditifs. Des effets auditifs. Ouais. Auditifs. Ouais. Moi, j'ai vu ici la réaction de l'oreille face au bruit. Je vois ici, quand on va, l'oreille externe, quand moi je pique comme ça, hein, au hasard. L'oreille externe, l'oreille moyenne. Si je suis ramène à la page 64. Oui, la page 64. 64, oui. Oui. Voilà. La surdité légère, voilà, vous pouvez lire ça au téléphone. Moyenne, justement, on parle de la surdité légère. Voilà, elle se caractérise par une régression légère de l'acuité auditive. La parole est perçue à voix normale, mais la gêne apparaît à voix basse ou quand le locuteur s'éloigne. Donc, la plupart des bruits habituels sont toujours bien perçus. La surdité est dite légère de 20 à 40 décibels, HL de perte auditive. C'est ça. Et maintenant, quand elle est moyenne, c'est de 40 à 70 décibels de perte auditive. Donc la parole est mieux perçue lorsque le locuteur élève la voix. Bon, maintenant, si la personne ne regarde pas le locuteur, la distinction même des mots peut se révéler compliquée. Donc la personne sera obligée de lire sur les lèvres de la personne. Ouh! Eh bien, dis donc. Et la personne qui a tendance à augmenter le volume de la télévision, radio, MP3, dont certains bruits
habituels ne sont plus perçus. Donc moi j'ai déjà une surdité moyenne alors, parce qu'il faut absolument qu'on mette le volume pour que j'entende mieux. Et parlant maintenant de la surdité sévère, ça veut dire qu'on n'entend plus. Pratiquement. Voilà, effectivement, c'est vrai que le degré On de perd perte, totalement l'audition. le degré de perte vraiment commence à être très compliqué, quoi. C'est vraiment très très faible. Enfin, Donc il faut être proche de l'oreille, Voilà. proche des oreilles, où il doit parler à haute voix pour se faire entendre. Exactement. Malgré cette déficience, les bruits sont forts encore perçus. et vous avez là maintenant la surdité profonde. La surdité profonde. Là, alors, aucune parole n'est perçue. Là, on devient sourd, quoi. Waouh. Et puis la surdité totale, Oui, carrément. là, franchement, on est coupé du monde. On ne peut plus interagir avec notre semblable. On peut plus, enfin, c'est vraiment, là, on est coupé du monde, quoi. Voilà, donc vous voyez que c'est progressif, en fait. Hein. C'est progressif. Et c'est pour ça, effectivement, que le fait de ne pas s'intéresser à un sujet comme ça, on est moins préventif, quoi. Oui. Et c'est quand il est trop tard qu'on vient agir. Et Et là, c'est compliqué. moi-même, je commence à avoir peur. Non, en fait, c'est normal. Hein. Le bruit, si effectivement on ne connaît pas quelque chose en profondeur, on aura tendance à le négliger. Mais effectivement, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on parle de développement durable dans le monde entier, on parle du bien-être, on parle de la santé. La santé publique, c'est au cœur du développement. Ben, si on n'est pas en santé, on est moins productif, en fait. Et donc, ce qui fait que vous allez mettre quelqu'un dans une industrie, il est confronté au bruit, il a une perte auditive, ça progresse. Demain, il y a même un accident qu'on veut lui faire éviter, on l'appelle, il n'entend pas. Oui, il y a des gens à qui, moi j'ai fait de l'expérience ici, il y a des gens ici au Cameroun, dans la route, là, vous l'appelez, ils n'entendent pas, à une petite distance. Vous l'appelez, il n'entend pas. Mais il ne sait pas ce qu'il arrive en fait. Mais il peut penser, elle peut penser que peut-être elle n'est pas malade. Et c'est ça, parce que quand on Parce parle... que justement, elle se dit, peut-être ça devient comme si c'est normal du fait que tu m'appelles et que je n'entende pas et qu'il va falloir que tu parles un peu plus fort et pour que je puisse t'entendre. Et on trouve ça normal, là, Terence. Oui. Ah, Pourtant, d'accord. c'est déjà un problème. C'est ça? C'est ça. Pourtant, c'est déjà un problème, effectivement. Parce que si je prends par exemple la page 59. La page 59, oui. Voilà. Vous voyez bien que La baisse de l'audition. Oui, la baisse de l'audition avec Avec l'âge. La plage de fréquence audible d'une oreille humaine parfaite est de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc ça, c'est En la plage de général. fréquence. Oui, tout être humain. Quand vous percevez des sons, ce sont des fréquences en fait. Hein. Le son vient avec une fréquence, c'est ça que vous entendez. Quand on parle de la radio, on dit que nous sommes à la fréquence 916, peut-être c'est ça qui va émettre le son, effectivement. Et donc, c'est en général celle des enfants de bas âge. Donc quand on est et qu'on n'a pas d'anomalie de l'oreille, on est supposé entendre parfaitement. Maintenant, ils entendent de manière précise les sons à des fréquences élevées et à des faibles niveaux sonores. Les enfants ont une bonne acuité quand ils naissent. Maintenant, contrairement aux adultes où la capacité à entendre les hautes fréquences des sons aigus baisse avec l'âge. Ainsi, chez certains adultes en dessous de 50 ans, la plage de fréquence audible peut passer de 20 Hz à 16 000 Hz. C'est-à-dire qu'elle est réduite. Donc, tous les sons au-delà de 16 000 Hz ne sont plus perçus. Et donc, ceci régresse, parce qu'il y a des sons où, si le son là, pour cette fréquence-là est émis, on ne l'entend pas en fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye effectivement de décrire. Moi, j'ai une préoccupation. Ouais. Par exemple, tu passes une nuit en boîte de nuit où les décibels sont assez élevés, on va dire même à des kilos. Donc, le lendemain, comme vous étiez en train de l'expliquer, on a des vibrations qui caissent dans la tête. Et est-ce que cela peut produire au céphalée? Parce qu'on peut en arriver à avoir des céphalées après un bon moment. C'est ça. Bon, effectivement, lorsqu'on est en boîte de nuit et tout, et qu'on est exposé, généralement il faut savoir, hein, les boîtes de nuit, le seuil c'est à peu près 105 décibels. D'accord. Oh, il est conseillé. Oui. Donc il y a une normalisation pour Il y a une les boîtes de- normalisation, pour les boîtes de nuit. Non, il y a une normalisation du niveau de Du son. niveau de son Voilà, du niveau dans de les son. boîtes de nuit. Voilà, pour que l'explication soit un peu, c'est le chapitre 2. Voilà, je vais vous montrer le chapitre 2. On va parler de ça, c'est très pertinent.
Voilà. Mon peuple périt faute de connaissances. Chapitre 2, voilà. Le chapitre 2, ici, là, j'évoque ce qu'on appelle les indicateurs de bruit et les niveaux admissibles d'exposition quotidienne au bruit. Voilà. Si vous prenez la page 51, Mireille. Oui, page Voilà. 51, oui. Bah, je suis... juste vous rappeler aussi, chers téléspectateurs, que ce numéro qui affiche là, c'est WhatsApp. Hein. Vous pouvez envoyer des messages aussi. Messages WhatsApp. Voilà, la page 51 parle de... Voilà. Mais ça Avant montre que je un ne donne tableau. une explication, oui, effectivement. Si vous pouvez lire, effectivement, durée d'exposition permissible et le niveau à côté. Ah, ok. La durée d'exposition permise, 8 heures. Niveau de bruit en décibels, c'est 80. Voilà, donc ça veut dire que dans les normes et dans les lois, un opérateur ou toute personne, il n'est pas conseillé d'être exposé à plus de 8 heures à 80 décibels. Maintenant, si on descend, on voit qu'à 4 heures, À 4 heures, on est à 83. on est à 83. Décibels. Donc, 83 autant pour moi. voilà, décibels. vous remarquez Et pourquoi qu'on divise le temps par 2, Oui. effectivement. Et donc, on augmente de 3 décibels. On ne conseille pas que, dès lors qu'on dépasse le seuil qui est fourni par la réglementation, on conseille à la personne que s'il y a 83 décibels, là, il vaut mieux que c'est pendant 4 heures que tu sois exposé. Oui. Au-delà de 4 heures maintenant, viennent donc ensuite des conséquences qui peuvent être générées. Je prends l'exemple simple là. La durée permissible à 104 décibels est en 1 minute 88, 1 minute 88 secondes. En principe, donc, effectivement, pour répondre à votre collègue, lorsque vous êtes dans une discothèque, par exemple, avec un niveau de 104 décibels, il est conseillé, par exemple, pour celui qui veut être moins exposé à des problématiques de sifflement, de bourdonnement, il doit sortir un peu de là. Donc, de faire des pauses régulières, quoi. Donc, ça veut dire qu'il sort reposer son oreille, il peut entrer, il sort reposer son oreille. Oh, celui qui va donc rester toute la soirée là, en plus d'abord de 104 décibels, il y a les bruits des voix autour de lui. Déjà, on est conscient que si entre minuit et 6 heures, vous ne dormez pas, il y a un peu une fatigue hein, qui est naturelle. Exact. Maintenant, il y a des maux de tête qui peuvent survenir si vous avez bu de l'alcool aussi en fait. Oui. Et donc, en plus de ça déjà qui est normal, parce que si vous restez même là sans dormir, sans bruit, Oui. pendant 8 heures, vous seriez fatigué pour avoir des maux de tête. Mais si en plus de ça, vous avez des bruits, Attends. Donc, si je dors, et normalement, je n'entends pas de bruit, serai fatigué. si je reste éveillé de minuit à 6 heures, déjà, c'est pas normal de rester éveillé de minuit à 6 heures. C'est pas normal. Et donc, le fait que vous fassiez ça, vous affaiblissez votre système immunitaire. Et donc, vous êtes sujette. Donc, vous serez exposé donc, maintenant à diverses pathologies. Ça peut être les céphalées. Maintenant, le bruit vient maintenant apporter un effet amplificateur. Parce que toute la nuit, votre tympan a été sollicité. Et maintenant, lorsque vous arrivez chez vous comme ça, chez vous est calme. Hein? Le cheveu est calme. Mais vous avez des sifflements, des bourdonnements, l'oreille qui siffle. Pourtant, il n'y a aucun bruit autour de vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je suis Bémé. J'appelle D'où? Vous appelez d'où? Vous m'écoutez? Vous appelez d'où? Passi de... Donc, pas si deux. Nous vous écoutons, madame. Voilà. J'ai un souci. J'ai mon petit-fils depuis sa naissance. Il a 11 ans aujourd'hui. Quand il est né, son premier réflexe était de mettre le doigt à l'oreille. Son premier réflexe. Donc maintenant, avec le temps, à côté qu'il n'entend pas bien, donc il penche la tête à gauche, à droite pour capter. Voilà, ça c'est mon souci. Et quand il était bébé, on a signalé, le pédiatre a regardé, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Même maintenant, que l'enfant, on ne comprend pas bien. D'accord. Ok, Terence. Oui, ce que je vais d'abord essayer de rappeler est que lorsqu'une femme est enceinte, par exemple, pendant que le fœtus se met en place, il se développe, on sait bien que c'est la constitution intrinsèque du corps humain qui se met en place. Donc si cette femme-là, elle est exposée au bruit, par exemple, il peut donc arriver que l'oreille interne
de l'enfant ou du fœtus soit abîmé, s'abîme quoi. Vous aurez dans des enfants qui peuvent naître malentendants. Mais tel qu'elle a dit, c'est que à la naissance, le pédiatre n'a pas révélé d'anomalie. Parce que quand il était bébé, il mettait même le doigt. Peut-être il signalait sans qu'on ne comprenne qu'il n'entend pas bien ce que vous êtes en train de dire. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre oreille, par exemple, enfin, si vous avez une malformation de l'oreille, il y a des malformations, ça peut être génétique. C'est que la maman, ou je sais pas, a une anomalie dont elle ne sait elle-même, elle ne sait pas quelle est cette anomalie-là, et ça devient héréditaire maintenant au niveau de l'enfant. Parce que quand on parle seulement de problèmes auditifs, ce n'est pas seulement lié au bruit que vous écoutez. Même les médicaments, même la prise de certains médicaments peuvent affaiblir l'oreille interne. Il y a des personnes, quand on les soigne des cancers par exemple, les médicaments qu'ils prennent, on voit qu'on a d'autres effets indirects, d'autres causes secondaires, ce qu'on appelle les effets secondaires. C'est l'audition qui est affectée. Donc ce qui fait que pour l'enfant, il faut donc aller voir est-ce qu'effectivement, pendant que son audition est en train de se former dans le fœtus quand il évoluait, est-ce qu'effectivement il n'y a pas eu d'anomalie auditive qui a eu à persévérer avec le temps? Ou est-ce que, par exemple, la maman aussi qui avait des problèmes auditifs, par exemple, elle n'a pas transmis ça de manière héréditaire? Ou encore, l'endroit où l'enfant est né était aussi un environnement bruyant. Vous voyez? Donc, avant de pouvoir traiter une anomalie, on va aller essayer d'identifier les potentielles causes, quoi. Donc, c'est pour ça, effectivement, que pour répondre à cette dame-là et tout, il y a, dans un premier temps, essayer de voir à la base, quand la maman était enceinte et tout, les endroits où elle a été, étudier quoi, son environnement sonore. S'il y a eu beaucoup de bruit, il est fort probable que l'oreille était affectée et que ça va progresser en fait. Maintenant, il faut voir, est-ce que dans la famille, il n'y a pas eu des personnes qui ont eu des malformations de l'oreille, qui ont entraîné ça. Il faut savoir si la maman ne prenait pas des médicaments. Et certains médicaments qui ont facilité ou fragilisé l'oreille. Tout ce que le fœtus prend, c'est tout ce que la maman consomme, quoi. Donc il y a toute cette chaîne-là qu'il faut pouvoir analyser pour pouvoir... Donc je conseillerais de rencontrer un ORL. Hein. Un ORL. C'est un médecin, oui, qui pourra... Bonjour. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? J'appelle depuis Simbon là. Depuis Simbok, Yaoundé. Nous vous écoutons. C'est ma femme qui a les problèmes de sommeil là, elle ne dort pas, elle a des problèmes, elle ne dort pas. Comme ça, elle ne dort pas, elle veut savoir ce qui se passe. Il dit que sa femme a des problèmes de sommeil, elle ne dort pas. Ah, L'oreille. L'oreille. Ah, c'est la femme qui a des problèmes d'oreille. Elle a des problèmes de sommeil. De Elle ne sommeil. dort pas. Sommeil. Ah, de sommeil. Elle est pas de nuit comme ça là. D'accord, le problème de sommeil. J'appelle depuis Simbon. D'accord. Moi, d'abord, si elle a des problèmes de sommeil, il faut savoir, est-ce que dans un environnement dans lequel elle est, cet environnement-là est bruyant? Est-ce que vous restez dans un environnement bruyant? Est-ce que vous êtes dans un environnement bruyant, monsieur? Ah, il est parti. Ah. Ok, bon. Des messages, monsieur le maire? Oui, Non, je disais que il faut toujours identifier la cause. La cause, avant de penser aux conséquences, il faut identifier la cause. Qu'est-ce qui cause ça? Et remonter à la source en fait. Voici, le temps passe, Terence, je crois qu'on est arrivé déjà au terme. Alors que retenir justement sur le bruit aujourd'hui, avant de savoir ou retrouver le bouquin pour que nous puissions savourer toutes les connaissances que tu as mises à l'intérieur? Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que ce livre est destiné au grand public, dont les particuliers. Donc vous pourrez retrouver dedans toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour isoler votre logement. Même si le logement a été construit ou même si le logement est déjà construit. Les techniques sont décrites dans le livre en fait. C'est assez simple. Et maintenant, dans le cas de la santé, il y a un volet sensibilisation. Donc les problèmes indirects, les problèmes indirects du bruit sur la santé sont présentés, les problèmes directs du bruit sur l'audition sont présentés. Donc les maladies auditives quoi, comme la surdité, l'hyperacousie, l'hypoacousie
jacuzzi, tout ça est présenté dans le livre. Et surtout, si vous avez votre enfant qui va à l'école et que où il est à l'école, il est dans un environnement bruyant, quand il rentre à la maison, il n'arrive plus à réviser et tout ça. Et quelles sont donc les étapes, le process qu'on peut mettre en place pour limiter sa fatigue cognitive, quoi, pour qu'il soit moins productif, quoi. Donc il y a ça qui est décrit. Maintenant, il y a aussi les techniques dans la santé au travail, la sécurité au travail, santé, sécurité au travail. Donc, quelles sont les protections auditives qui existent, quoi? Parce que les opérateurs sont souvent aussi sujets aux expositions au bruit. Dans l'urbanisation, maintenant, je donne des petits conseils ou des petites techniques pour pouvoir isoler la chaussée. Donc, comment on peut mettre en place des chaussées plus silencieuses, quoi. Et pour les automobilistes, je les énumère tout type de bruit qui peut exister dans le véhicule et quelles sont les pannes qui peuvent être associées à cela et comment ils peuvent être amenés à les résoudre, quoi. On retrouve Terence où? On retrouve le livre... Terence? Moi, oui. Voilà, je suis en France pour le moment, mais je suis souvent régulièrement ici au Cameroun. Sur la plateforme digitale. Sur la plateforme digitale, il suffit de taper Terence Gendi sur Google, vous pouvez m'envoyer sur LinkedIn, sur Facebook aujourd'hui, vous pouvez m'écrire en mode privé sur Facebook et même sur LinkedIn. En mode oui, privé. Vous pouvez m'écrire en mode privé. Sur LinkedIn. Voilà, sur LinkedIn, oui, c'est ça. Voilà. Ou sur ma page Facebook. Mais on va prendre, pour avoir le livre, on fait comment? Ici au Cameroun, on va faire comment? Pour le livre, on va à la FNAC de Douala. La FNAC de Douala. Voilà, la FNAC de Douala. Et l'éditeur du livre s'appelle Le Lys Bleu. Le Lys Bleu. Oui, c'est l'éditeur qui est en France, mais il a une antenne en Afrique, et je pense notamment à Douala. Donc, soit on se rapproche de la FNAC de Douala, ou on se rapproche de l'éditeur Le Lys Bleu à Douala, ou encore sur Amazon, pour ceux qui veulent payer en ligne, quoi. Voilà. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Terence. Moi, j'apprends beaucoup. Donc, ça veut dire que dorénavant, si je veux construire une maison, je dois me rapprocher de toi. Tu vas participer à la construction. Et même les studios, même de télévision qu'on met aujourd'hui, parce qu'on a souvent un son qui n'est pas souvent très bon, on peut te consulter par rapport à ça pour acoustiquer. Tu as appelé ça comment? Oui. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a une page sensibilisation nationale sur le bruit qui va être créée. Donc de cela va naître une association sur le bruit pour pouvoir sensibiliser tout l'ensemble de la population, tant dans le monde professionnel que dans le monde des particuliers et tout ça, le sensibiliser sur le bruit, quoi. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Terence, de t'être prêté au jeu de questions-réponses à de rendez-vous et surtout d'avoir meublé cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir